Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à notre deuxième atelier de 2023. Donc ce soir, nous allons partager avec vous un atelier sur la mémoire. Donc avec nous pour présenter cet atelier, Cindy Brondel, qui est neuropsychologue à l'association Oncogite et qui va animer ce soir et vous donner toutes les explications pour savoir comment donc entretenir sa mémoire, déjà qu'est-ce que c'est que les facultés cognitives, etc. Audrey, donc qui est notre support technique, mais aussi qui va relever les questions et poser les questions à Cindy. Et puis moi, Sophie Delmer, maintenant je crois que vous me connaissez. Donc voilà, ces ateliers, nous avons depuis quelques années décidé de vous faire partager des sujets déjà que l'on prend dans les commentaires du MOOC. Ce sont généralement des sujets qui intéressent beaucoup de monde. Et sinon, nous allons puiser aussi dans le cours numéro 9, Bien vivre au quotidien avec un myélome. Donc, ce sont des ateliers pratiques, je vais dire. Nous avons déjà partagé avec vous un atelier yoga, un atelier méditation. Nous avons pu partager aussi donc un atelier sur l'aromathérapie. Et dernièrement, le 11 avril, c'était un atelier sur la nutrition. Voilà, donc Audrey va vous faire une petite présentation de l'articulation du site et puis à nouveau comment vous inscrire sur notre plateforme Mielonet. Audrey. Merci Sophie et bonsoir à tous. Je vois que vous avez l'habitude de marquer bonjour et votre localité, donc n'hésitez pas à utiliser le chat pour dire bonjour, pour discuter entre vous et plus tard aussi pour répondre à des petites questions ou aux ateliers que Cindy va vous proposer. Et essayez s'il vous plaît de mettre vos questions dans l'onglet questions afin que nous puissions vraiment bien les identifier, que ça soit plus simple pour tout le monde. Donc vraiment, allez dans l'onglet questions et vous avez juste à la saisir. Pour Mielonet. Donc, Mielonet est le nouveau site du MOOC de la F3M. Actuellement, il est tutoré jusqu'au 27 juin. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Là, donc, il est ouvert toute l'année. Il est juste tutoré sur 2 périodes de l'année, ce qui permet à des tuteurs qui sont souvent malades ou proches patients de pouvoir répondre à vos questions, de pouvoir être ensemble et d'être moins seul. Et pour participer, c'est très très simple et c'est gratuit. Il suffit de passer par laf3m.org, de créer un compte si vous n'en avez pas. Si vous en avez déjà un, il suffit de vous identifier avec votre adresse mail et le mot de passe que vous avez défini et d'aller sur le petit logo que vous voyez sur la page là actuellement pour aller sur le MOOC. Et alors, très important, mais vraiment très important, allez doucement. La première fois qu'on vous posera la question, on vous demandera un identifiant et votre qualité. On ne vous demandera jamais de mot de passe, puisque tout se fait automatiquement, mais votre identifiant, et j'essaye de bien le préciser, c'est quelque chose que vous inventez de par vous-même, parce que j'ai eu des fois des questions, donc je relaye le truc. Ce n'est ni votre numéro de sécurité sociale, ni votre nom, prénom, et encore moins votre adresse mail. Donc, inventez un pseudonyme, peu importe, je ne sais pas, un surnom, le surnom de votre animal, je ne sais pas, mais c'est juste un moyen de vous reconnaître sur le chat sans avoir en fait vos données personnelles, tout simplement. Et après, vous aurez accès à tout le contenu de la F3M, à savoir que tout est mis à jour au fil de l'année, que ça soit la partie des traitements et autres, tout est mis vraiment au fil de l'eau à jour. Voilà. Donc, j'espère que cette explication saura vous
vous aider à utiliser Mielonet. En tout cas, si jamais vous avez un souci, je ne suis pas très très loin dans le formulaire de contact. N'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Et puis, je pense que je vais vous laisser avec Cindy qui a plein de belles choses à nous raconter et à nous partager. Voilà, donc Cindy, avant de vous passer la parole, donc je voulais dire que Audrey va relever vos questions, les questions que vous poserez bien dans l'onglet questions, et elle les transmettra à Cindy qui vous répondra donc en direct. Cindy, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, donc moi c'est Cindy Brondel, je suis psychologue spécialisée en neuropsychologie. Donc qu'est-ce que c'est? Peut-être un petit point sur ce que c'est qu'un neuropsychologue. C'est un psychologue clinicien qui a suivi une spécialisation en master sur tout ce qui est du domaine du cognitif. Et c'est un domaine du coup que je vais un petit peu vous expliquer au fur et à mesure de cet atelier. Donc, ce que je vais essayer de faire, si tout fonctionne, c'est de partager mon diapo. Hop, si ça marche. Ça avait fonctionné, il n'y a pas de raison. Alors, hop. C'est bon, on a bien le visuel. Eh bien, super, parfait. Tac. Alors, je vais juste essayer de vous remettre... Est-ce que vous voyez l'écran? Alors moi, par contre, je ne vois plus le vôtre d'écran. Ouais, on a bien découverte numéro 1 avec le logo Oncogite, pardon. D'accord. Et si je fais comme ça réduit. OK. Hop. On voit peut-être, voilà. Là, je pense que ça sera mieux. Super. En grand pour tout le monde. Alors, par contre, je n'aurai plus accès à vos questions. Donc, effectivement, je vous montrerai sur toi, Audrey, pour me les dire. Donc, du coup, je viens aujourd'hui pour vous présenter les troubles cognitifs liés au traitement du cancer et notamment en lien, du coup, avec l'association dans laquelle je fais partie, qui est l'association Oncogite. Donc, je suis une des très nombreuses neuropsychologues à réaliser des ateliers mémoire dans le cadre de cette association. Donc, ce que j'avais prévu de mon côté, c'est de faire un petit point un peu théorique. Alors, j'espère que je ne vais pas aller trop dans le détail. Il ne faudra surtout pas hésiter, en tout cas dans le chat, à venir me dire et à me poser des questions dans la partie questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Et puis, j'ai prévu une deuxième partie où on va venir un petit peu se tester et voir justement comment on réagit et comment on vient répondre à certaines questions concernant la mémoire et autres capacités cognitives. Alors, déjà au niveau des troubles cognitifs, globalement dans notre quotidien, à quel moment on va se questionner sur nos capacités cognitives? Ça va être par exemple quand vous n'arrivez plus à faire 2 phrases sans chercher désespérément vos mots. Ça peut être aussi lorsque vous lisez un livre ou un article et que vous devez systématiquement revenir 3-4 phrases avant pour savoir où vous en étiez. Ça peut être des moments où vous allez être au téléphone, vous raccrochez et vous ne vous souvenez plus déjà de ce qui a été dit. Ça peut être aussi d'entrer dans une pièce et de ne plus savoir ce qu'on vient y chercher. D'avoir du mal à suivre une conversation, de sentir que tout se brouille, de sentir que faire 2 choses en même temps, même très très simple, c'est extrêmement difficile. Avoir du mal à s'organiser, par exemple, organiser des vacances en famille, sentir qu'on est de plus en plus lent. Et malheureusement, ne plus avoir envie de sortir parce qu'on se rend compte qu'on a du mal à gérer socialement nos difficultés. Donc, on est bien d'accord que tout ce que je viens d'énumérer, ça arrive à tout le monde. Vous verrez, moi, je vais chercher mes mots, c'est à peu près sûr. Donc, ça arrive à tout le monde. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est si ça arrive bien plus qu'avant. Alors, on parle de traitement de troubles cognitifs liés au cancer. Je vous donne quelques petits points d'information sur la fréquence. Il faut savoir qu'il y a environ 50% des personnes ayant eu un cancer qui se plaignent de troubles cognitifs.
soit 150 000 nouvelles personnes en France chaque année, ce qui est énorme, dont 50 000 personnes qui vont être en activité professionnelle. Les troubles cognitifs, aujourd'hui, sont sous-diagnostiqués en raison de leur hétérogénéité, que ce soit par rapport à l'hétérogénéité des mécanismes, des présentations cliniques ou des conséquences fonctionnelles. Il y a peu de réponses aujourd'hui très structurées par rapport à ces troubles cognitifs au niveau de l'évaluation et de la prise en charge, alors que parmi les 50% de personnes ayant une plainte cognitive, on en a quand même 75% qui souhaiteraient une prise en charge de leurs troubles cognitifs. Donc, on se rend compte que cette question de troubles cognitifs, ces petites choses que je vous ai énoncées, c'est quelque chose qui est quand même très présent et qui aujourd'hui nécessite qu'on puisse y prendre en charge. Alors, quand je parle de traitement du cancer, au niveau d'une revue de la littérature, donc des articles scientifiques qui ont pu être publiés, on va retrouver des troubles cognitifs qui vont être liés aux chimiothérapies, à l'hormonothérapie, aux thérapies ciblées et à l'immunothérapie. Donc, on se rend compte qu'on a quand même énormément de traitements du cancer qui vont amener des troubles cognitifs. Est-ce que d'ores et déjà, j'ai des petites questions, des petites choses Alors, on a une question de Hélène qui pose « Comment trouver des ateliers mémoire en province ?» Alors, à Oncogite, pour Oncogite, parce que c'est un peu, je prêche ma paroisse, il faut savoir que les ateliers, on a une grosse partie qui sont en visio. Donc, l'avantage, c'est que vous pouvez être de partout en France et ailleurs, en fait. À partir du moment où vous êtes francophone, vous pouvez assister aux ateliers mémoire Oncogite. Ok. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions en dehors de celle-ci. On a juste Arlette qui a participé justement à 25 séances d'Oncogite et ça s'est super bien passé visiblement. Et à présent, elle s'exerce sur Oncogitiel, si je prononce ça bien, pour faire ses exercices. Et du coup, est-ce que c'est une plateforme spécifique Oncogite, là où on peut aussi y accéder de la même manière que les ateliers en visio enfin, voilà, si on peut en savoir plus. Alors, je vais faire un gros point sur Oncogite, sur la partie atelier et sur la partie logiciel. Donc ça, je me le garde en tête. Je vais bien détailler les choses. Mais oui, il y a plein de possibilités. Audrey, il y a une question qui est tombée, une question de Colette, là, tout de suite. Effectivement, je n'avais pas regardé. Quand on a dépassé 70-75 ans, comment diagnostiquer les troubles liés au traitement et ceux liés à l'âge ? Alors ça, c'est une très vaste question qui malheureusement n'a pas de réponse très précise. Il faut savoir que quand vous faites un bilan neuropsychologique, ce qui est le bilan en général qui va permettre de voir votre profil cognitif, est-ce qu'il y a des difficultés de mémoire, d'attention, de concentration, etc. En fait, on n'a pas de bilan de base. C'est-à-dire que vous ne faites pas de bilan quand tout va bien. Quand on est jeune et que tout va bien. Ça, on ne le fait pas. Donc, du coup, nous, on vous voit quand il y a une plainte, une difficulté, une plainte cognitive, on fait notre batterie de tests et après, c'est un peu le travail du neuropsychologue et des médecins de savoir ce qui va être des traitements et de ce qui va être de l'âge. C'est un travail qui va être extrêmement difficile et parfois, on ne pourra pas pleinement dire ce qu'il en est. C'est plutôt l'évolution des difficultés qui va nous donner un ordre d'idée si effectivement on est sur des troubles cognitifs qui vont être liés au traitement ou si on peut imaginer quelque chose qui va être plutôt lié au vieillissement, mais au vieillissement pathologique. C'est-à-dire que dans nos bilans, on prend toujours en considération l'âge. Bien sûr qu'avec l'âge, on a nos capacités qui sont moins bonnes. Mais dans nos tests, on prend systématiquement en compte l'âge. Donc, normalement, s'il n'y a rien au niveau du vieillissement pathologique, de difficultés qui seraient liées à une autre maladie, au niveau des tests, en fait, les seules difficultés qu'on va retrouver, ce sera lié au traitement du cancer.
Alors, il y a eu plein de questions qui sont tombées d'un coup, donc je vais essayer de les reprendre dans l'ordre. On a une question de Catherine qui demande est-ce qu'on sait si ce sont les chimios liés au traitement du myélome qui entraînent des troubles cognitifs avérés? Alors, aujourd'hui, les études vont plutôt dans ce sens-là, c'est-à-dire que oui, les chimiothérapies peuvent amener en tout cas des troubles cognitifs. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que on a une très grosse variabilité d'expression de ces difficultés cognitives. Ce qui signifie que pour certaines personnes, il n'y en aura pas. Pour d'autres, il y en aura, mais de manière très légère. Et puis, il y en a d'autres, ça va être modéré. Et il y en a d'autres pour qui ce sera beaucoup plus important. Il faut savoir que les troubles cognitifs liés au traitement du cancer, c'est quand même quelque chose de très, très, très récent. Donc, aujourd'hui, on n'a peut-être pas encore non plus tout le recul nécessaire pour savoir précisément ce qui peut se passer pour toutes les populations en lien avec chaque traitement. On a une autre question de Emmanuel qui pose impossible de participer donc à Oncogite depuis la Suisse. Malheureusement, comment faire? Impossible. Alors, n'hésitez pas à contacter l'association parce que normalement, il n'y aurait pas de raison que depuis la Suisse, vous ne pouviez pas. Normalement, vous devez pouvoir participer aux ateliers, même depuis la Suisse. En tout cas, moi, je n'ai pas connaissance de limitation de ce côté-là. En visio, vous pourrez. Oui, parce que forcément, les 3/4, la plupart, c'est en visio dans tous les cas, c'est ça. Et on a une question de Joséphine qui rejoint aussi les ateliers, qui demande est-ce que les ateliers mémoire sont payants? Oui. Je vous en parlerai aussi dans l'autre partie. On est sur une petite adhésion à l'association. Voilà, donc, je propose à Cindy de continuer et bien sûr, Audrey relève vos questions et quand Cindy fera signe à Audrey, eh bien, elle pourra continuer à les poser et donc Cindy à répondre. Cindy. Merci. Alors, du coup, je vais essayer de vous expliquer un petit peu les choses par rapport à la structure même du cerveau. Donc déjà, au niveau vraiment de la structure même du cerveau, on va noter une réduction du volume de la substance grise dès 1 mois après la chimiothérapie. La récupération, elle peut être partielle dans certaines régions du cerveau, 1 an seulement après la chimiothérapie. Et on peut constater ces effets même 20 ans après la fin du traitement, avec un processus de vieillissement qui peut être accéléré de 4 années. On va noter aussi des anomalies au niveau de la substance blanche, quelques mois après la chimiothérapie. Et ce ne sera que plusieurs années après que la récupération de l'intégrité de la substance blanche sera rapportée. Voyons également les modifications au niveau du fonctionnement cérébral. Donc, d'une part, on va regarder lorsqu'une tâche est réussie. Donc, vous effectuez une tâche et vous la réussissez. On va venir regarder comment ça se passe au niveau de la structure de votre cerveau. On va constater des hyperactivations. Donc, ce sont des suractivations, des activations plus importantes qu'à la normale, quelques mois ou années après le traitement, comme si le cerveau se mettait vraiment en marche forcée. On pose aujourd'hui l'hypothèse d'un mécanisme de compensation pour atteindre l'objectif et cette compensation serait la cause d'une fatigabilité et d'une plainte cognitive accrue. Donc, ça veut dire que pour réaliser une tâche que, in fine, vous réussissez, votre cerveau va se suractiver, va essayer de compenser les difficultés pour y arriver. D'autre part, lors de l'exécution d'une tâche que vous ne réussissez pas, là, on va noter des baisses d'activation, notamment après chimiothérapie à forte dose, même 10 ans après, avec l'hypothèse que le défaut d'activation des zones concernées par la tâche cognitive a pour conséquence l'échec de sa réalisation.
Donc, lorsque vous avez une tâche que vous n'arrivez pas à réaliser, on va supposer qu'en fait, on a une sous-activation, une baisse d'activation des zones qui permettent d'effectuer cette tâche. Enfin, on s'est intéressé aussi au fonctionnement du cerveau sur des tâches de repos. Donc, lorsque le cerveau est au repos. Il faut savoir que quand vous êtes au repos, donc dans un état de relaxation tranquille, votre cerveau va être quand même activé. Et c'est normal. Ici, on n'est plus du tout dirigé vers une tâche. On va laisser librement ses pensées, ses interactions avec l'environnement de côté. Et on voit à ce moment-là qu'on va avoir des défauts d'activation dans certaines régions cérébrales qui, normalement, s'activent de façon synchrone au repos. Comme je vous l'ai dit, le cerveau il reste actif même pendant le repos et là, on note une baisse d'activation. On pose l'hypothèse de l'échec du traitement a posteriori, en fait, des expériences cognitives lors des périodes d'apprentissage du travail qui ont précédé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même en période de repos, on a quand même des activations qui vont permettre de traiter les informations que vous venez d'apprendre avant votre période de repos. Et aujourd'hui, on a une baisse d'activation de ces zones cérébrales avec du coup un mauvais traitement ou un moindre traitement de ce que vous avez pu apprendre avant votre phase de repos. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder un petit peu comment apparaissent ces troubles cognitifs. Donc, tout d'abord, on peut avoir un profil précoce, c'est-à-dire qu'on va avoir des premières plaintes qui vont apparaître avant les traitements. Ça peut être lié d'une part à l'environnement inflammatoire général qui va être causé par le cancer lui-même et qui va avoir un lien sur le fonctionnement du cerveau. Et d'autre part, par l'impact émotionnel dans le contexte de l'annonce de la maladie. Ça, c'est un point aussi qui est très important, c'est-à-dire que l'état émotionnel va jouer sur vos capacités cognitives. Ou la plainte peut survenir avec la mise en place des premiers traitements lourds. L'aggravation peut être progressive tout au long des traitements. Le délai et l'intensité vont être variables, hein, c'est ce que je vous expliquais, d'un patient à un autre. Tout cela va dépendre, bien sûr, de la nature des traitements, mais aussi de la douleur ou encore des possibles troubles anxieux ou dépressifs. Il existe également un profil d'apparition beaucoup plus tardif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plainte cognitive pendant les traitements. C'est souvent le cas quand les effets secondaires physiques des traitements sont au premier plan. On va avoir l'apparition de la plainte cognitive au moment d'une remise en avant des fonctions cognitives. Donc, quand on a une reprise d'un rôle occupationnel, d'occupation, hein, ou une reprise d'activité professionnelle, ce qui va nécessiter en fait de se remobiliser au niveau des fonctions cognitives. Ou encore, on peut aussi avoir avec l'arrêt des traitements et donc une baisse des effets secondaires physiques. Et on a maintenant finalement la place peut-être pour éprouver ces difficultés jusqu'alors en fait masquées par les effets secondaires des thérapies. Et enfin, les troubles cognitifs peuvent apparaître encore avec la mise en place de l'hormonothérapie. Donc, on se rend bien compte que les troubles cognitifs peuvent être présents à différents moments du parcours, en fait, des traitements. C'est-à-dire bien avant la mise en place des traitements à l'annonce diagnostique, au moment de la mise en place des traitements lourds, une fois que les effets secondaires ont diminué, ou en tout cas ne sont plus au premier plan, ou alors bien plus tardivement à la mise en place de l'hormonothérapie. Est-ce que déjà là-dessus, il y a quelques questions? Juste, Cindy, une petite définition des facultés cognitives. Alors, qu'est-ce que ce mot cache exactement? C'est quoi ces facultés cognitives? Alors, les capacités cognitives, on va en avoir plusieurs.
On a tout ce qui va être du domaine de la mémoire. Là, je vous ai mis les capacités cognitives qui sont le plus souvent atteintes dans les fameux troubles cognitifs dont je parle. Donc, on va avoir la mémoire. La mémoire, il faut savoir déjà qu'on n'a pas qu'une seule mémoire. À défaut, on a souvent tendance à dire « j'ai un problème avec ma mémoire ». Il faut savoir qu'on en a plusieurs et que l'une peut fonctionner et d'autres peuvent être en difficulté. Donc, au niveau de la mémoire, on va avoir différents processus. On va avoir la mémoire à court terme. C'est notre capacité qu'on a à mettre une information pendant un tout petit laps de temps dans notre mémoire. Si je vous dis 2, 2, répétez 2, 2, vous mettez cette information dans votre mémoire à court terme. On va avoir la mémoire de travail. Ça, c'est une mémoire qui va nous permettre de mettre notre information dans notre mémoire et de venir la modifier. Si je vous dis 2 plus 2, vous allez me dire 4, vous aurez utilisé votre mémoire de travail. Dans la mémoire, on va avoir des processus d'encodage. Ça, c'est notre capacité qu'on a à mettre une information dans notre mémoire. Ensuite, on va venir récupérer l'information. On est bien d'accord qu'une information dans notre mémoire qu'on ne vient pas récupérer, elle a très peu d'intérêt. Donc, on va venir la récupérer, cette information. Ça, ce sont plein de composantes des mémoires. Et puis, dans les troubles cognitifs liés au traitement du cancer, on va aussi avoir des difficultés de résistance à l'interférence. C'est-à-dire que quand on va avoir quelque chose qui va venir interférer, on va avoir du mal à résister à cette interférence. Donc, on a tout le domaine de la mémoire qui fait partie en fait des troubles cognitifs, en tout cas des fonctions cognitives. Dans les fonctions cognitives, on va également retrouver l'attention. Dans l'attention, pareil, on n'a pas qu'une seule attention. En fait, on en a plusieurs. On va avoir l'attention soutenue, notre capacité qu'on a à maintenir notre attention pendant très longtemps. On a notre attention divisée. Lorsque vous devez partager votre attention entre deux sources d'information, typiquement, vous faites le repassage et vous regardez la télévision, vous êtes en attention divisée. Et puis, on va avoir tout ce qui est vitesse de traitement, c'est-à-dire la capacité à laquelle on va, c'est un petit peu, j'ai des patients qui me disent c'est le processeur un petit peu de l'ordinateur, c'est vraiment cette capacité avec laquelle on va pouvoir traiter l'information de manière rapide. Donc, cette catégorie attention fait partie aussi des capacités cognitives. Après, on a les fonctions exécutives. Donc là, on va retrouver la flexibilité mentale. C'est un petit peu notre gymnastique de l'esprit. C'est notre capacité qu'on va avoir de passer d'une action à une autre assez rapidement. On a l'inhibition. Donc là, l'inhibition, c'est notre capacité qu'on a à filtrer certaines informations. À l'inverse, quelqu'un qui aurait des difficultés d'inhibition, ce serait quelqu'un qui, par exemple, aurait tendance à couper la parole, alors qu'elle sait très bien que ça ne se fait pas, qui aurait tendance à dire tout ce qu'elle pense, qui aurait du mal à attendre son tour, besoin de passer en premier, et ainsi de suite. Et puis ensuite, on va avoir la planification. C'est notre capacité qu'on a à s'organiser. Donc tout ça, ça fait partie des fonctions exécutives. Et ça fait partie des fonctions cognitives. Ensuite, on a toute la partie langage. Donc, dans le langage, vous le connaissez assez bien en général. Dans les troubles cognitifs qu'on va retrouver assez fréquemment, on va avoir le manque du mot et la difficulté à organiser ses idées. Le langage va faire partie, du coup, des capacités cognitives. Est-ce que j'ai répondu un petit peu à la question ? Oui, c'est vraiment très bien. Ça explique effectivement quelles sont toutes ces notions qu'on met derrière les capacités cognitives. C'est parfait, merci. Donc vraiment les capacités cognitives, s'il y a une chose, je dirais, à retenir, c'est mémoire, attention, fonction exécutive, langage. Et après, dans le détail, effectivement, on va retrouver des difficultés dans chacun de ces domaines-là. Est-ce qu'on peut poser quelques questions, Audrey? Alors oui, j'en ai plusieurs en stock. Donc j'en ai une de Aurélie qui demande que est-ce qu'avec le myélome, est-ce qu'on a de l'hormonothérapie, vu qu'on en parlait juste un tout petit peu avant?
Alors, ça, c'est une très bonne question qui serait à poser en fait directement à votre oncologue. Moi, j'avoue qu'en termes de traitement, je ne pourrais pas vous répondre sur ce côté-là. Pas de souci. Je ne savais pas non plus, donc je me suis dit, je la pose quand même. On a Martine qui nous posait, qui oriente vers un bilan neurocognitif? Alors, vous pouvez être orienté par votre médecin traitant. Vous pouvez être orienté par votre oncologue. On en a certains qui le font maintenant. Au niveau des bilans neuropsychologiques, en fait, soit vous êtes orienté et vous allez vous orienter éventuellement vers une consultation mémoire. Vous pouvez aussi avoir un neuropsychologue directement dans votre centre, ce qui reste quand même rare. Et ensuite, vous pouvez aussi vous orienter vers un neuropsychologue en libéral. Dans ce cas-là, vous n'aurez pas besoin d'être orienté par qui que ce soit. Vous pouvez aller voir votre neuropsychologue comme un psychologue de manière assez libre. Par contre, ce sera très important quand même que vous trouviez un neuropsychologue qui soit formé ou au moins qui soit très sensible aux troubles cognitifs liés au traitement du cancer. Est-ce qu'on connaîtrait, parce que c'est un cumul de questions de plusieurs personnes que j'essaye de mettre en une seule, est-ce qu'on connaît les molécules qui peuvent entraîner la perte de mémoire, ou alors est-ce que c'est le cocktail de chimio qui fait que ça provoque forcément des troubles de la mémoire? Alors, là, comme ça, je vous dirais que le détail précis de quelle petite molécule vient jouer, je pense qu'aujourd'hui, on ne le connaît pas précisément, ou alors on va le connaître pour un traitement très spécifique dans le cadre d'un cancer très spécifique. Ce qu'on voit aujourd'hui apparaître un petit peu plus, c'est qu'on va avoir un cocktail, j'aime bien ce mot-là, de facteurs qui vont amener des troubles cognitifs. Ce qui explique d'ailleurs qu'aujourd'hui, on va avoir une multitude de présentations cliniques de ces troubles cognitifs. Donc, on a des personnes qui vont nous dire, bah, moi, c'est surtout la mémoire, et puis il y en a d'autres qui vont nous dire, bah, moi, c'est surtout l'attention, et ainsi de suite. Je me permets de répondre juste parce que j'ai vu passer une question. Nous avons décidé que dans... Oh, je suis éblouie par le soleil, là. Dans les ateliers, donc l'idée, c'est de ne pas faire participer les hématologues. En fait, selon le thème, nous invitons une personne compétente dans le domaine donc, que nous avons décidé de traiter. Donc une nutritionniste, ce soir donc la neuropsychologue Cindy Brondel. Mais l'idée, c'est de ne pas faire partager les hématologues. Alors forcément, quand je vois passer quel genre de traitement, et ça serait bien qu'un hématologue participe, pas forcément. Moi, ce que je vous conseille, c'est si vous avez des questions précises sur le sujet, c'est peut-être la première personne à qui il faut que vous en parliez. C'est lui. Il y a le docteur Belladj qui a dit la dernière fois, votre hématologue, c'est comme votre curé, il faut tout lui dire. Eh bien, faites-le. Si jamais vous avez effectivement avec les traitements que je vois passer, moi aussi je suis sous DARA, Revlimid, etc. Moi aussi je m'aperçois que j'ai des problèmes parfois de concentration, de retenir, de sortir des choses. Voilà, c'est pour ça que je voulais les explications de Cindy aussi. Mais l'hématologue, c'est pas, en tout cas pour les ateliers, forcément la piste que nous avons privilégiée. Audrey? Oui, j'en ai encore une autre. Est-ce qu'il existe des médicaments, des aliments ou des plantes qui seraient recommandés pour améliorer la mémoire? Non, aujourd'hui, on n'a pas de traitement ou de petites pilules magiques qui permettent de retrouver sa mémoire. Et c'est un peu le constat négatif, mais aujourd'hui, on n'aura pas ces choses-là.
Alors après, à voir aussi avec votre pharmacie, votre parapharmacie, s'il peut y avoir des compléments, des plantes ou des choses qui peuvent favoriser, mais on ne sera quand même pas sur une récupération très importante, vraiment liée aux plantes, par exemple. Et puis, je pense qu'il faut tout le temps en parler, non? Pas que ça aille en contre-indication avec un traitement en cours. Alors, tout à fait. Hein. J'aimais beaucoup cette phrase de tout dire à son médecin, comme vous diriez tout à votre curé. Je m'en ressaisirais, je pense, largement. J'adorais aussi. C'est un point qui est très important. Parlez-en à votre médecin, voyez avec lui ce qui est possible. Aujourd'hui, on n'a pas de traitement miracle pour regagner, je dirais, sa mémoire. Et mon propos, alors attention, j'entends un peu toutes ces questions, quel traitement, il peut y avoir un peu cette peur, est-ce que mon traitement vient m'amener des troubles cognitifs et du coup, c'est un petit peu la peur. Ça, c'est quelque chose dont vous pouvez discuter avec votre médecin. Et il faut garder en tête que parfois, la priorité, c'est ce traitement-là. Et ensuite, vous pourrez venir travailler sur vos difficultés cognitives. Donc, il n'est pas impossible que votre médecin vous prescrive un traitement qui, dans la littérature scientifique, mette en évidence que vous allez avoir des effets secondaires et ces effets secondaires, ce sont les troubles cognitifs. De toute manière, les effets secondaires, vous savez qu'il y en a et qui sont très différents suivant les personnes. C'est pas pour autant qu'on vient de discuter ou même arrêter un traitement. Mon propos, c'est vraiment de se dire, si vous voyez que vous avez des difficultés cognitives, sachez que ça peut tout à fait être en lien avec les traitements. Et que dans ce cas-là, on va déjà se déculpabiliser un petit peu. Et puis, par la suite, quand on le sent, on va pouvoir les prendre en charge. Et Cindy, je ne vois pas passer ce genre de questions, mais les troubles du sommeil, est-ce que ça affecte nos fonctions cognitives? Grandement. Grandement, grandement, grandement. Alors, il faut savoir qu'un trouble du sommeil, ça signifie aussi une fatigue dans la journée. Quand vous êtes fatigué, nécessairement, ça a un impact direct sur vos capacités cognitives. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, notamment dans les cas de mémorisation, tout ce que vous vivez en fait dans votre journée va être traité la nuit lorsque vous dormez. S'il y a des troubles du sommeil, ce traitement de l'information ne sera pas bien fait ou pas fait. Dans ce cas-là, il peut y avoir des pertes de mémoire. Donc oui, les troubles du sommeil viennent jouer sur les capacités cognitives. On a une question de Pat qui vient d'être posée. Est-ce que les troubles de la mémoire peuvent glisser à long terme vers la maladie d'Alzheimer? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, on n'a pas de recul finalement pour que je réponde de manière claire à cette question. Mais a priori, je dirais que ce ne sera pas une nécessité. Je sais qu'on parle beaucoup de la maladie d'Alzheimer et que ça fait extrêmement peur, cette maladie. Il faut savoir que si vous avez des difficultés cognitives liées au traitement du cancer, il est possible effectivement qu'il y ait un vieillissement peut-être plus avancé, mais il n'y a pas forcément de raison que ça glisse vers une maladie d'Alzheimer. Maintenant, c'est quelque chose qui, en tout cas, je n'ai pas à ma connaissance d'études et je pense qu'on n'a absolument pas le recul pour avoir une étude où on prendrait des patients qui aujourd'hui ont des troubles cognitifs liés au traitement et les revoir d'ici des années et des années pour voir si du coup on a glissé vers une maladie d'Alzheimer. Donc je vais vous proposer de continuer, Cindy, et puis Audrey relève toujours les questions que nous vous poserons donc après. On va pouvoir avancer un petit peu dans votre exposé. Alors, ça fait bien le lien, du coup, la question de la disparition de ces troubles cognitifs. Donc, selon notre expérience clinique, en fait, on va avoir deux profils de disparition. Hop. Est-ce que je suis bon? C'est bon. On peut avoir un profil qui va être complet et rapide. Donc, on va avoir une clairance cognitive à peu près de 2 mois environ, avec une disparition de la plainte suite à l'arrêt des traitements lourds. Ça, c'est une possibilité. On ne sait pas vraiment si la disparition de la plainte, elle correspond à un retour à la normale des performances
ou s'il s'agit d'une adaptation du patient à son nouveau fonctionnement. On peut avoir les deux hypothèses, c'est-à-dire que soit il y a vraiment un retour à la normale, votre cerveau refonctionne normalement avec l'arrêt des traitements lourds, soit vous vous êtes en fait adapté. Donc, vous ne vous plaignez plus parce que vous avez compensé. Il existe aussi des profils incomplets et ou tardifs avec la persistance de plaintes cognitives 2 mois après la fin des traitements lourds. Ils peuvent être les effets secondaires donc de l'hormonothérapie, on en a parlé, ou la conséquence de cofacteurs comme les troubles émotionnels, l'intolérance à l'effort, les douleurs réfractaires ou encore le retrait social. Et je rajoute les troubles du sommeil. Le maintien des plaintes peut aller jusqu'à 2 voire 10 ans selon les articles scientifiques. Il est possible que les patients intégrant ce profil, en fait, présentent des effets secondaires qui persistent, qu'il y ait des cofacteurs ou encore qu'il y ait une altération des fonctions cognitives indépendantes, en fait, du cancer. Donc, pour résumer un petit peu ça, on peut avoir des profils plus complets et rapides où on va avoir plus de plaintes cognitives finalement très rapidement après l'arrêt des traitements lourds. Et puis, on peut aussi avoir des profils où on va se rendre compte que la plainte cognitive, elle persiste dans le temps et qu'elle peut être liée à plusieurs facteurs. Et que la question d'une autre altération cognitive peut aussi se questionner. Est-ce que par rapport à cette disparition des symptômes, il y a des questions ? On avait plutôt des questions finalement pour est-ce qu'on peut prévenir les troubles cognitifs? Est-ce que c'est possible de les améliorer avec des ateliers ou non? Alors, justement, j'y viens sur les possibilités que nous avons. Ici, on a de plus en plus d'études qui tendent à montrer que la déficience n'est pas immuable et que, alors que le rétablissement spontané, on se rend compte qu'il est un peu limité, on a des interventions qui sont possibles. Le degré en fait de déficience est généralement décrit quand même comme léger à modéré. Donc, on n'est pas non plus sur des difficultés qui vont être gravissimes et majeures. Ce qui suggère que les personnes, en fait, pourraient être de bons candidats au programme de réadaptation cognitive. On va avoir plusieurs étapes dans cette réadaptation cognitive. Déjà, donner des informations et des explications qui sont relatives à ces troubles. Simplement, le fait de dire que oui, les troubles existent. Donc, remettre la réalité de ces troubles cognitifs en lumière, expliciter leur complexité et l'intrication possible avec d'autres facteurs. Donc, on va déjà avoir tout un travail d'information sur les troubles cognitifs. On va aussi pouvoir proposer des recommandations de type écologique. Alors, écologique, ça signifie qu'il est en lien avec le quotidien. Pour ça, par exemple, on va pouvoir proposer d'éviter d'effectuer trop de tâches de manière simultanée. On va organiser les informations à retenir. On va pouvoir peut-être optimiser les outils de type agenda avec des classements catégoriels des tâches à effectuer. On peut aussi repérer les moments de la journée où la cognition va être la plus performante et du coup réaliser les tâches à ce moment-là. On peut aussi répartir les différentes activités cognitives selon les contraintes et les facilitateurs. On peut aussi avoir un accompagnement psychologique, parce que ça, c'est aussi un point nécessaire. Donc là, il va y avoir tout ce travail, en fait, vraiment d'adaptation du quotidien pour compenser, pour pallier aux difficultés. Et ensuite, on va pouvoir trouver d'autres approches interventionnelles qui peuvent être proposées pour améliorer le fonctionnement cognitif. Alors, on a plusieurs revues qui existent, notamment chez les patientes avec cancer du sein. Alors,
malheureusement, ce qui se trouve dans la plupart des revues scientifiques, c'est plutôt cette population-là qui est étudiée. Donc, il faut quand même entendre que les résultats sont en lien avec cette population-là. Il peut y avoir des interventions pharmacologiques, il peut y avoir des exercices physiques, des interventions comportementales spécifiques comme la relaxation, par exemple. Et puis, on va pouvoir avoir des interventions comportementales qui vont être centrées sur la cognition. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, on a plein de choses qui peuvent être mises en place. Et finalement, ce qui paraît être le plus prometteur aujourd'hui, ce seraient les interventions qui sont centrées sur la cognition. Ce qui signifie des interventions sur nos capacités cognitives, le travail des capacités cognitives. C'est pour ça, du coup, que je vous présente un petit peu Oncogite. Je sais qu'il y a eu pas mal de questions sur l'association. Donc, Oncogite, hop, je reprends mes notes que je n'oublie rien. C'est une association qui permet d'accéder à 25 ateliers, en tout cas une grosse vingtaine d'ateliers, pour seulement l'adhésion de 20 € par an. Donc, en fait, on va demander aux patients d'adhérer à l'association pour 20 € et ensuite, ils auront l'ensemble du programme des 25 séances qui est pris en charge. Il faut savoir que sur un programme de 25 séances, pour un patient, c'est environ 300 €. Donc, l'association a des partenaires qui financent tout simplement les ateliers. Oncogite, donc c'est une association. Avec cette adhésion, vous allez pouvoir avoir accès en fait à notre plateforme. Vous créez un compte et du coup, vous allez pouvoir en fait choisir parmi l'ensemble des ateliers qui existent. On a des ateliers en visio, on a quelques ateliers en présentiel et en fait, la personne va pouvoir s'inscrire, cliquer sur l'atelier qu'elle souhaite et ensuite s'inscrire à chaque séance de l'atelier. Les ateliers durent 1h30 et on va vraiment venir travailler ses capacités cognitives avec plein de jeux. Des jeux plus ou moins ludiques, plus ou moins difficiles. Et en fait, ce qu'on va chercher, c'est à toujours fournir un effort cognitif. Nous, notre rôle de neuropsychologue, ça va être de vous aider à trouver des stratégies pour résoudre les exercices. Donc, en fait, on va pouvoir aussi discuter pendant les ateliers de la manière dont on résout les exercices. Qu'est-ce qui se passe pour nous? Qu'est-ce qui a été difficile? Qu'est-ce qui fait qu'on a peut-être échoué? Et ainsi de suite. Que vous dire d'autre au niveau de l'association? Donc, vous avez ces 25 ateliers par an et vous avez aussi accès au fameux Oncogiciel. Donc là, c'est un logiciel qui est directement sur la plateforme pour lequel vous avez aussi accès en fait avec l'adhésion et où vous allez pouvoir retrouver de nombreux exercices, une grosse partie d'exercices qui sont faits en atelier. Vous allez les retrouver en fait au niveau de l'Oncogiciel. Et vous allez pouvoir les réaliser seul à la maison à d'autres moments. Et la petite nouveauté aussi, c'est que vous avez des niveaux de difficulté. Donc, si sur certains exercices en atelier, vous sentez que ça devient un petit peu trop simple, vous pouvez aussi aller sur l'Oncogiciel et aller sur des degrés de difficulté encore plus importants. Il faut savoir que les ateliers sont des groupes ouverts. Donc, tout le monde intègre les ateliers lorsqu'il le souhaite, quand c'est le bon moment pour la personne. Il n'y a absolument pas de préconisation sur le moment précis de votre parcours. L'idée, c'est vraiment qu'au moment où vous sentez que vous avez ce besoin de travailler vos capacités, vous pouvez intégrer n'importe quel atelier. Et en fait, c'est votre neuropsychologue qui va adapter les exercices en fonction des capacités de chacun de ses patients. C'est des groupes qui sont à peu près de 10-12 personnes. Donc, ça laisse la place quand même aux échanges sur les capacités cognitives. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur les ateliers Oncogite. Donc, voilà, on intègre les choses. Vous pouvez intégrer parfois les séquences numéro 10.
Ça, c'est pas important. C'est vraiment votre neuropsychologue qui va adapter les exercices. Donc, on peut très bien avoir un patient qui intègre le parcours en séquence 10 avec d'autres patients qui sont là depuis beaucoup plus longtemps. Ça, c'est absolument pas un souci. En général, les groupes sont au contraire très bienveillants. Et l'idée, c'est que chacun puisse avancer aussi à son rythme. J'ai peut-être une question, Cindy, parce que du coup, il y a plusieurs questions dans le chat, donc de personnes soit qui demandent est-ce que l'inscription à Oncogit est différente de l'inscription à AF3M. Je pense, sans me tromper, que l'un et l'autre est bien séparé. Et vous avez parlé qu'un traitement, un programme, pardon, ça vaut à peu près 300 €. Mais en fait, si j'ai bien compris, si on adhère et qu'on paye donc les 20 ou 25 €, ça y est, on ne paye pas ces 300 €. En fait, c'est pris en charge par d'autres organismes, donc à la charge des personnes qui sont actuellement dans le chat ou qui regardent ce replay. Normalement, c'est que 20 €. Exactement. L'adhésion à l'association Oncogit, c'est 20 € par an et ça vous permet d'accéder aux 20 séances, aux 25 ateliers et à l'oncogiciel. Le prix du parcours est seulement indicatif et ça nous permet aussi de sensibiliser les personnes au prix que peut avoir ce genre de parcours. Mais nous sommes tout à fait d'accord, c'est que 20 €. Voilà. Et Martine pose une question également qui peut être intéressante. Est-ce que le neuropsychologue nous propose un bilan personnalisé ou pas? Non. Alors, au niveau de l'association, nous, ce qu'on va faire, c'est vraiment que de la prise en charge avec nos ateliers Oncogit uniquement. Si vous ressentez vraiment le besoin d'aller vers un bilan très personnalisé, très spécifique à vos capacités, il faudra aller voir un neuropsychologue autre, soit en consultation mémoire, soit en libéral, mais à nouveau avec des neuropsychologues qui sont bien conscients qu'il existe des troubles cognitifs liés au traitement du cancer. Par contre, il n'y a aucune obligation d'avoir déjà fait un bilan neuropsychologique pour intégrer le parcours Oncogit. En fait, nous, on vient vraiment travailler avec votre regard sur vos capacités. Donc, je vais même aller plus loin. Quelqu'un qui a eu des traitements et qui a une petite, mais toute petite plainte, peut aussi accéder à notre parcours. Il faut savoir également qu'au niveau des bilans neuropsychologiques, on a un vrai risque d'un manque de sensibilité de nos tests. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les troubles cognitifs liés au traitement restent quand même subtils, voire modérés, et qu'il n'est pas impossible qu'au test, tout soit bon. Alors que vous avez une réelle plainte cognitive et que dans le quotidien, il y a de réelles difficultés. Moi, le bilan neuropsychologique, je peux parfois le conseiller lorsque la personne a vraiment besoin d'avoir des données chiffrées, a de grosses difficultés et a besoin qu'on vienne regarder précisément son profil cognitif. C'est-à-dire quel type de mémoire est en difficulté et quel type de mémoire fonctionne. Est-ce qu'il y a de réels troubles de l'attention ou pas? Mais quand on a vraiment de grosses difficultés. La plupart des patients suivis en Oncogit ne font pas forcément de bilan neuropsychologique. Vous avez répondu donc à la question de Vincent, justement, qui venait de faire état de récupérer ces résultats de tests, etc., pour transmettre à un neuropsychologue. Audrey, quelques questions? Oui, il y a Bernard qui pose une question sur le tableau mémoire qui est dans la présentation. Il y a marqué « résistance à l'interférence ». Ça veut dire quoi?
Alors, ça, c'est un grand terme. En gros, ça veut dire que parfois, on va avoir des difficultés quand vous apprenez quelque chose à synthétiser, à résister en fait à des informations peut-être pas importantes sur lesquelles vous devez passer. Ouais, je ne sais pas si c'est un petit peu plus clair pour Bernard. Et il n'hésitera pas, je pense, à nous le réécrire si besoin. Pour l'instant, non. Je pense qu'on peut continuer votre PowerPoint. Alors, moi, au niveau de ma partie, je dirais théorique, j'ai terminé. Ce qu'il faut, je dirais, retenir de tout ça, c'est que aujourd'hui, parler des troubles cognitifs liés au traitement, c'est quelque chose qui est quand même récent. On a quelques études qui viennent vraiment montrer qu'il y a des difficultés cognitives. Donc, si vous le vivez déjà, sachez que oui, c'est présent. Il ne s'agit pas simplement d'une perception. Ils existent, ces troubles cognitifs. Ils peuvent être liés à de multiples facteurs, que ce soit au niveau du traitement, ça on a quelques données qui le montrent, mais que ce soit aussi au niveau du cancer, que ce soit aussi au niveau de votre état émotionnel dans cette période qu'est le parcours. Donc il y a plein de facteurs qui vont pouvoir amener des difficultés cognitives. On sait aussi qu'on peut avoir une récupération des capacités. Donc ça, c'est un point qui est quand même très positif. On peut avoir une récupération spontanée, ça veut dire sans rien faire. Et puis, on peut avoir une récupération des capacités justement en les travaillant avec des exercices. Donc moi, je vous ai présenté bien sûr Oncogîte, mais il faut savoir que tout ce que vous allez faire dans votre quotidien, tout ce que vous allez faire qui va vous demander un effort, qui va vous déstabiliser, c'est aussi du travail cognitif. Vous faites des mots fléchés, c'est du travail cognitif. Vous faites un Cluedo, c'est du travail cognitif. Tous les jeux de société sont très bons. Donc quand on a les enfants, les petits-enfants à la maison, allez-y. Faites les jeux de société avec eux, c'est du travail cognitif. La plus-value qu'on va avoir à Oncogîte, c'est que vous êtes suivi par un neuropsychologue qui va vous expliquer précisément les stratégies cognitives. L'intérêt ensuite, lorsqu'on a fait les ateliers, c'est justement d'avoir une meilleure connaissance de soi-même, savoir où est-ce qu'on va avoir des difficultés, où au contraire, on est en capacité de réussir et du coup, comment on va s'adapter. C'est vraiment ça qui va être important, c'est je me connais, je sais quelles sont mes difficultés et je sais comment je vais pouvoir compenser, pallier ou travailler mes capacités. Il y a une petite particularité dans le myélome multiple chez les sujets jeunes qui entament un traitement. Il y a l'autogreffe de cellules souches qui est un traitement très lourd qui dure d'un bout à l'autre environ 9 mois. Et pour les sujets plus âgés et pour les personnes en rechute, ce sont des traitements au long cours, c'est-à-dire qu'on prend généralement sur des triplettes trois molécules, voire peut-être parfois plus. Et par contre, c'est au long cours. C'est associé, ces 3 molécules sont associées à un terme générique de chimio, on va dire, avec des médicaments à prendre à la maison, des injections à l'hôpital, etc. Le fait que ce soit un traitement au long cours jusqu'à la prochaine rechute, ça veut dire que ces difficultés cognitives, on ne va jamais s'en débarrasser finalement. Alors, peut-être qu'au niveau de votre cerveau, de la structure du cerveau, vous ne vous en débarrasserez pas. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que lorsqu'on va avoir une meilleure connaissance de ses capacités et comment pallier, quelle stratégie on va mettre en place pour compenser nos difficultés, on sait qu'au niveau de la plainte cognitive, il peut y avoir une amélioration. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que oui, peut-être que le déficit cognitif, il existera pendant très longtemps, mais dans votre quotidien, vous verrez peut-être moins de difficultés. On a vraiment les deux qui ne sont pas forcément cohérents l'un avec l'autre.
Donc, des difficultés cognitives qui peuvent être vraiment liées à la structure même du cerveau et après ce que vous observez. Et parfois, ces observations-là, vraiment, elles peuvent s'abaisser du fait même qu'on vient compenser les choses. Est-ce qu'on s'habitue aussi à ces difficultés cognitives et que de fait, puisqu'on s'habitue, on en souffre un petit peu moins? Alors, effectivement, il y a deux choses dans ce que vous appelez s'habituer. Il y a le fait de s'habituer et donc de compenser. Notre cerveau s'habitue et trouve en fait d'autres stratégies. C'est-à-dire, je prends par exemple l'exemple des routes. Si vous avez une route qui est barrée, vous allez emprunter la déviation. La première fois, la déviation, vous allez suivre les panneaux. Et puis, au fur et à mesure, vous allez bien connaître la déviation et vous n'aurez même plus besoin des panneaux pour suivre cette déviation. Au niveau du cerveau, c'est pareil. C'est-à-dire que si à un endroit, il y a une route qui est coupée, votre cerveau, il va chercher à trouver une déviation. Et plus vous allez emprunter cette déviation, plus ça va être facile. Donc ça, c'est une manière de compenser. C'est cette habitude dont vous parlez. Et puis, on a aussi cette habitude, je dirais, psychologique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait qu'on a des difficultés. Et avec bienveillance, on vient aussi accepter qu'on n'a plus les capacités qu'on avait avant. Et rien que cette acceptation, parfois, ça permet aussi d'atténuer un petit peu leurs répercussions dans le quotidien. Merci pour ces réponses. Cindy, je vous propose donc de continuer votre PowerPoint. Alors, ce que j'ai prévu du coup pour la trentaine de minutes qui nous restent, c'est justement de se mettre en exercice et de tester un petit peu des exercices qu'on peut proposer à Oncogite. Alors, du coup, ça va être un petit peu particulier parce qu'on est quand même très nombreux ce soir. Il faut savoir que d'ordinaire, les ateliers sont sur 10-12 personnes maximum, donc on a plus d'interactions. Aujourd'hui, on aura moins d'interactions. Ce que je vous propose, en tout cas, c'est de prendre une feuille pour faire les exercices, voire même plusieurs. Si vous avez des ardoises, n'hésitez pas à les ressortir. Et puis, à la limite, ce qu'on pourra aussi faire, c'est peut-être utiliser le chat pour répondre un petit peu aux questions. Alors, vous verrez, à Oncogite, on n'est vraiment pas du tout dans une recherche de réussite. Donc, moi, que vous ayez juste ou que vous ayez faux, ça n'a aucune importance. Ce qu'il y a d'important, c'est la progression au fur et à mesure des ateliers. Donc, si vous avez envie de partager vos réponses, n'hésitez pas à le faire avec le chat, mais vous avez aussi la possibilité de ne pas le faire. Cindy, je peux me permettre juste une question avant qu'on commence les exercices parce que je pense qu'elle est importante pour beaucoup. Il y a une question de Véronique qui demande qu'est-ce qu'il faut comme formalité pour adhérer à Oncogite? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde à partir du moment où dans votre vie, vous avez eu un cancer. Donc, en fait, vous allez sur la plateforme, vous tapez simplement Oncogite. Normalement, on apparaît un peu dans les premières… Oui, j'ai partagé le lien, donc c'est bon. Parfait. Donc, vraiment, il suffit d'aller sur Oncogite et à ce moment-là, vous avez la possibilité d'adhérer. Ça prend 5 minutes et ensuite, vous pouvez vous inscrire aux ateliers. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions Non, on a répondu vraiment à la plupart des questions. Donc, comme ça, on peut faire l'atelier tranquillement. Parfait. Donc, du coup, ce que je vous propose, là, j'ai réussi à mettre le chat en grand. Ce que je vous propose, c'est de ne pas hésiter à utiliser le chat et de voir un petit peu, du coup, vos réponses. Il n'y a bien sûr aucune obligation. C'est vraiment vous qui voyez si vous avez envie de partager un petit peu vos réponses. Alors, ce que je vais vous proposer dans un premier temps, c'est un exercice vraiment, hop, je vérifie qu'on soit bon. Hop, super.
Donc là, c'est un exercice qui s'intéresse à la mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est vraiment notre capacité qu'on a à mettre une information dans notre mémoire et à la modifier au besoin. C'est un exercice qui vient aussi faire travailler nos capacités d'attention parce qu'il va falloir rester concentré pendant un certain temps. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est des séries de chiffres que je vais vous dire et vous allez devoir les recopier. Vous imaginez bien que ça va être un petit peu plus compliqué que ça. Chaque chiffre va être transformé. Donc, lorsque vous avez un nombre qui va être pair, c'est-à-dire un nombre qui se termine par 0, 2, 4, 6, 8, vous devrez écrire le nombre plus 1. Lorsque vous avez un nombre impair, c'est-à-dire un nombre qui se termine par 1, 3, 5, 7, 9, il faudra faire le nombre moins 1. Donc, par exemple, si vous avez le chiffre 12, vous allez écrire 13. Si je vous dis 3, vous écrirez 2. Si je vous dis 100, vous écrirez du coup 101. Et ainsi de suite. Super, je vois que tout le monde est au taquet et répond, c'est parfait. Alors, ce que je vous propose, c'est de ne pas forcément répondre tous les chiffres sur le chat, mais de les écrire sur votre feuille. Et après, vous pourrez un petit peu, via le chat, me dire comment ça s'est passé pour vous. C'est parti. 12, 145, 2, 16, 38, 47, 99, 101, 68, 77, 13, 10, 5, 44, 126, 85, 84, 120, 45, 97, 65, 19, 63, 28, 17, 115, 123, 64, 17, 100. Alors, ça nous donnait, vous auriez dû écrire normalement 13, 144, 3, 17, 39, 46, 98, 100, 69, 76, 12, 11, 4, 45, 127, 84, 85, 121, 44, 96, 64, 18, 62, 29, 16, 114, 122, 65, 16 et 101. Alors, du coup, comment ça s'est passé? Il y a la vitesse aussi. Plus ça va vite, plus c'est difficile. Exactement. On est tout à fait là-dedans. C'est-à-dire que j'ai testé un petit peu. Vous avez vu au début, on était sur une vitesse un petit peu plus tranquille. Et puis à la fin, j'ai accéléré. L'idée, c'est vraiment de se rendre compte comment ça se passe. Parfois, effectivement, la vitesse va nous déstabiliser. On va avoir du mal à prendre le temps de réfléchir. Donc ça, c'est un point effectivement qui est intéressant. Et puis, quand on change d'un coup de vitesse, notre cerveau, il est complètement déstabilisé. Donc là, on est vraiment sur un exercice mémoire de travail. Je dois faire du calcul dans ma tête et en même temps, je dois maintenir mon attention.
Donc, si jamais à un moment donné, on décroche, parce que ça arrive à tout le monde de décrocher, l'idée, c'est vraiment de raccrocher. Je vois plein de très bien, je vois aussi difficile aussi. Il y a Gilles qui me fait sourire en disant ça va trop vite ou alors il faut que je m'inquiète. Alors non, il ne faut pas s'inquiéter. Il faut toujours garder à l'esprit aux ateliers On Cogite que même quelqu'un n'ayant pas eu de traitement, n'ayant pas de difficultés cognitives, devra aussi faire un effort cognitif pour réussir les exercices. Personnellement, il y a des exercices que j'échoue systématiquement. Donc, non, on ne s'inquiète pas du tout de ce côté-là. Si ça peut rassurer les gens, j'ai aussi fait une erreur et à un moment, j'étais là, oh punaise, ça va trop vite, ça va trop vite. À un moment donné, le cerveau s'est déconnecté. Et oui, ça arrive. C'est vraiment le décrochage. L'idée, quand on décroche, et du coup, c'est ce que tu as vécu, Audrey, c'est vraiment... si on passe du temps à se dire « Oh mince, je viens de décrocher. Oh là là, ça va trop vite. Oh là là, je ne vais pas y arriver. » Et bien, tout ce temps-là, on le perd et du coup, on ne réalise pas l'exercice. Donc, il ne faut pas hésiter. Si on décroche, ce n'est pas grave. Avec bienveillance, on revient et on recommence. Bon, mais on en a quand même beaucoup qui ont fait 0 faute. Hein. Ben ouais. Hein. Et puis, même une erreur, 2 erreurs, 3 erreurs, c'est très, très bien. Moi, je dis toujours, on se concentre sur ce qu'on a réussi et non pas sur nos erreurs. Oui, c'est important aussi d'être bienveillant avec soi-même. Hein. Il ne faut pas perdre de vue non plus. Alors, malheureusement ou heureusement, en tout cas, le système scolaire français nous invite beaucoup à regarder nos erreurs. Moi, j'ai plutôt envie, en tout cas, On Cogite, on a plutôt envie que vous regardiez ce que vous réussissez. Allez, je vous en propose un autre. Alors là, vous allez découvrir mon échec total. Alors ici, vous avez des pastilles de couleurs qui vont apparaître à l'écran les unes après les autres. Et il va falloir essayer de retenir les pastilles de couleurs de manière à ce que lorsqu'on a un point d'interrogation, on puisse donner l'avant-avant-dernière couleur. Donc ici, quand on a notre point d'interrogation, l'avant-avant-dernière couleur, on a bien le bleu. Il y aura toujours 4 pastilles? Non. Vous ne saurez pas combien il y aura de pastilles. Et en plus, les pastilles, au fur et à mesure, vont disparaître. Donc, il va falloir en retenir. Mais on ne va pas toutes les retenir parce qu'on ne sait pas combien on en a. Donc, il va falloir mettre à jour notre mémoire. On va en retenir 3 et ensuite, on va en enlever une pour en rajouter une autre. Donc là, je vais retenir rouge, rose. Donc, dans ma mémoire, je retiens rouge, rose, violet. Je continue à retenir rouge, rose, violet. Ici, je mets à jour. Je retiens rose, violet, bleu, vert. Là, j'ai en mémoire violet, bleu, vert. Donc, l'avant-avant-dernière couleur, c'est bien le violet. Allez, je vous propose qu'on essaye et je laisserai du coup tout le monde me noter la couleur dans le chat. Donc, pour le moment, on observe les pastilles, on les retient dans notre mémoire, on met à jour notre mémoire. Alors ici, l'avant-avant-dernière couleur. Alors, j'ai du violet, j'ai du vert. C'était le vert. Oui. Allez, on s'en fait encore un. J'avoue que c'est super dur.
Alors là, on a notre mémoire vraiment de travail, on met à jour notre mémoire et en plus, il faut quand même rester concentré pendant un gros laps de temps. Trop dur. Alors, Véronique, ne vous inquiétez pas, celui-ci, j'échoue perpétuellement. Et ça fait plus de 2 ans que je suis à Oncogip, donc pas de panique là-dessus. On a vraiment des exercices sur lesquels on va être bien plus à l'aise que d'autres. Allez, on s'en refait un pour voir un petit peu ce qu'il en est. Alors ici, l'avant-avant-dernière. Bleu. On a du bleu, hein, du bleu, bleu. Effectivement, du bleu. Parfait. Alors, je vous propose… Ah, alors je vois un point d'interrogation. Alors, je n'ai pas eu le temps de répondre. Ah, bah, parfait, Hélène. C'est très, très bien ça. Ok, maintenant je vous propose un exercice qu'on appelle Dagobert, donc comme le roi Dagobert qui a mis sa culotte à l'envers. Ici, on va être un petit peu sur la même chose. Vous allez avoir des lettres qui vont défiler à l'écran et ces lettres, ce sont les lettres d'un mot qui sont épelées mais à l'envers. Donc la première lettre que vous allez avoir à l'écran, ce sera la dernière lettre du mot et ainsi de suite. Je vous propose le premier. Ici, ça nous donne le mot. Je sais pas. Super. Je vois que tout le monde répond. Ok, on s'en fait un autre. On a bien absolu. On enchaîne. Ici, ça nous donne Livret. Ouais, parfait. Ok. On peut noter ou il faut juste, on ne peut pas noter? Interdiction de noter. Tout simplement. J'ai triché. Alors, noter dans le quotidien, ça serait un moyen, une stratégie pour compenser. Donc, c'est bien dans le quotidien. Mais à Oncogip, tout ce que votre stylo fait, votre cerveau ne le fait pas. Donc, on ne note rien. Moi, j'aime bien écrire. Ben oui, et oui, forcément. On ne note rien, on essaye de retenir. Ici, on vient à nouveau faire travailler notre mémoire de travail. Donc, on doit mémoriser de l'information. Allez, c'est parti. Encore un. Ouais. Ça pleut, mais alors direct. Ouais. Marquis, tout à fait. On enchaîne. Ouais. Super.
Acrobate, tout à fait. Moi, celui-ci, il a l'air de plus plaire que mes petites pastilles. Allez, on s'en fait un dernier. Ici, ça nous donne… Allez, c'est parti. Tout le monde a trouvé. C'est parfait. C'est parfait. Gangster. Super. Allez, bah dans ce cas, je vous propose un autre exercice. À nouveau, au niveau de la mémoire de travail, c'est quelque chose qu'on travaille énormément. Vous allez avoir des formes qui vont apparaître à l'écran, comme celle-ci. Vous allez devoir retenir les formes, donc on ne note rien. Et à la fin, il faudra dire quelle forme vous avez vue dans quel ordre. Donc par exemple, je vous fais une petite démo. Ici, on a un carré, on va retenir carré. On sait que le carré est en première position. Ici, on a un rond, on va retenir le rond. Carré, rond. Carré, rond, flèche. Et à ce moment-là, sur votre feuille, il faudra écrire dans quel ordre ces formes sont apparues. Donc, on sait qu'on a le carré, le rond et la flèche. Sur votre feuille, vous devrez avoir écrit 213. Nous n'avons pas besoin de refaire les formes. Il suffit de regarder l'écran et de marquer le chiffre au bon endroit sur votre feuille. Est-ce que c'est clair? Celui-ci, il n'est pas toujours évident à comprendre. Oui. Oui, ça a l'air d'être bon. Ok, super. Alors, c'est parti. On y va avec 3 formes à retenir. Allez-y. Ah, ça se bat un petit peu. 312, 231. On est bien sur 312. On a bien le carré qui est apparu en premier, puis la flèche et enfin la croix. Ce qui nous donne 312. Il y a des dyslexiques. Alors oui, effectivement, il est vrai que sur ce type d'exercice, la dyslexie peut aussi impacter et ça peut générer des difficultés pour les résoudre. Donc là, c'est tout l'intérêt aussi d'être en petit groupe et d'avoir un neuropsychologue, un petit peu de référence qui vous suit sur tous vos 25 ateliers pour pouvoir adapter en fait les ateliers en fonction. Allez, on s'en refait un. Go! Super, 123. Enfin, c'est le premier que je réussis. Les autres, je n'avais pas réussi. Bien, bien, bien. Ok. Est-ce qu'on a un petit peu le temps pour un autre? Je vois qu'il est 19h23. On essaye de tenter quelque chose d'un petit peu plus difficile? C'est Sophie, la maîtresse du temps. J'ai regardé, il n'y a pas beaucoup d'autres questions. Donc, oui, on peut tenter un exercice. Et puis ensuite, Cindy, vous nous donnerez le mot de la fin.
D'accord. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on essaye, mais cette fois-ci avec… Je vois qu'il y a plein de oui. Hop. On va en essayer un. Hop. Cette fois-ci, on va essayer de le faire, mais à l'envers. C'est-à-dire que le premier qui vous est présenté, ce sera le dernier qu'il faudra écrire au numéro 3. Je m'explique. Ici, vous avez la flèche. La flèche, ce sera la dernière. Là, on a le rond. Donc, ce sera celui du milieu. On a bien rond, flèche. Le carré passera le premier. Carré, rond, flèche. Et donc, ici, on va écrire carré, rond, flèche. Est-ce que ça vous paraît clair? Dans l'explication, oui. Dans l'application, on verra. Allez, eh ben, je vous propose qu'on y aille. C'est parti. Go! Alors, on a du 231, 213, 132. Et effectivement, on est sur 231. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour les petits exercices, tout en sachant que sur ce type d'exercice, là, je vous ai présenté que 3 formes. Aux ateliers, on va pousser jusqu'à 5, voire 6. Donc, on est vraiment sur… là, je vous ai présenté des petites choses. Aux ateliers, en fait, ce qu'on va chercher, c'est à pousser pour vraiment faire cet effort cognitif, quitte à être déstabilisé et raté. Moi, j'aime bien quand les gens me disent Cindy, j'ai tenté le plus dur, j'ai raté la moitié, mais vraiment, je me suis concentrée, j'y suis allée à fond, et c'est très, très bien. Voilà, donc l'objectif des ateliers, vraiment, c'est ça. De venir travailler chacune de nos capacités cognitives, de discuter un petit peu comment est-ce que moi j'ai réussi cet exercice, pourquoi est-ce que pour moi ça a été compliqué et ainsi de suite. C'est des choses que vous pouvez faire aussi dans votre quotidien avec des jeux de société, avec toutes sortes d'activités que vous pourriez entreprendre. Si vous avez envie de vous lancer à apprendre de nouvelles choses, faites-le avec bienveillance. Bien sûr que vous aurez peut-être des difficultés, que ce sera peut-être plus dur et que vous n'atteindrez pas ce que vous souhaitez. Mais si vous le faites avec bienveillance, en gardant à l'esprit que c'est un travail cognitif, ce sera forcément du bénéfice. Cindy, quelques sites internet où on peut entraîner sa mémoire comme ça avec des jeux? Alors, bonne question. Alors, attendez, j'essaie juste d'arrêter le partage, mais je n'y arrive pas pour que je puisse bien j'allais dire. C'est juste pour que je puisse voir du coup le chat s'il y a des questions ou quoi que ce soit. Des sites internet. Alors, j'ai envie de dire vous allez trouver de tout. Globalement, il y a plein d'applications sur téléphone qui existent pour faire toutes sortes de jeux. Tous les jeux vont être bénéfiques. L'idée, le petit plus quand on est accompagné par un professionnel, c'est vraiment de savoir précisément ce qu'on est en train de travailler et de savoir un peu plus précisément du coup quelle stratégie cognitive on peut mettre en place. Donc, site internet particulier, j'en ai pas forcément parce qu'il en existe plein. Toutes les applications que vous allez trouver, type Candy Crush, c'est aussi très, très bien. Mais l'idée, c'est de changer. C'est-à-dire que vous trouvez un jeu, vous le faites, et quand ça devient trop difficile, trop facile, pardon, on change.
Guider, c'est vraiment de toujours devoir fournir un effort. Si c'est trop simple, c'est que ça ne convient plus, on change et on fournit un effort supplémentaire. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations, Cindy. C'était vraiment passionnant. Personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et d'après ce que je vois dans le chat, cet atelier a vraiment beaucoup plu aussi. C'est-à-dire qu'on se reconnaît tous un petit peu dans toutes les situations que vous nous avez décrites, qu'on soit jeune comme Audrey, plus âgé comme moi, qu'on soit en traitement, pas de traitement. On voit que la mémoire, c'est un peu comme un muscle, hein. Si j'ai bien compris, plus on l'entraîne, eh ben, plus on devient fort peut-être aussi. Donc, je vous donne le prochain rendez-vous. Donc, ça sera le 23 mai, cette fois pour une webconférence avec le professeur Aurore Perrault de Toulouse et le docteur Frenzel, donc, qui est à Paris, sur les traitements. Cette webconférence aura un format un peu particulier, comme ce soir. Elle durera 1h30 parce que c'est un sujet vraiment très, très dense. On a toujours énormément de questions. Voilà. Donc, je vous donne aussi rendez-vous pour un prochain atelier qui sera, on est en train de le déterminer, en septembre ou début octobre, quand vous serez revenus de vacances, bronzés et reposés. Donc, ce sera bien respirer pour vous relaxer. Voilà. Cindy, le mot de la fin? Eh bien, écoutez, que vous dire? J'espère que vous serez nombreux à avoir bien pris connaissance de ces difficultés qui peuvent exister, que ça vous permettra aussi d'avancer pour vous-même, d'éviter peut-être certaines culpabilisations. N'hésitez pas aussi à en parler autour de vous. Ça, c'est une chose qui est très importante, que ce soit à vos médecins, que ce soit aussi aux patients que vous pouvez croiser et également à vos aidants pour qu'ils puissent aussi comprendre ce que vous vivez, ce que vous traversez et les oublis que vous pouvez peut-être avoir dans votre quotidien. En tout cas, il y a des choses à faire, n'hésitez pas à les faire. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Audrey, d'avoir remonté les questions. Elles étaient nombreuses ce soir. Et donc, je vous dis à très bientôt pour notre prochaine webconférence. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir.